Bonsoir à tous, il est 23 h sur RTI 1, place maintenant au titre de ce journal. Plusieurs milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 16 novembre, une reprise effective sur toute l'étendue du territoire national après 3 semaines de congé et de la Toussaint. Dans cette édition, le constat de Sephora Zegui qui a fait le tour de quelques établissements scolaires à Abidjan. 2 projets de loi ont été adoptés ce lundi par les membres de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement. L'un porte sur l'organisation du système statistique national, un système qui a été fortement amélioré en vue de le mettre en cohérence avec les standards internationaux. Et puis nous irons dans la commune d'Abobo à la découverte du musée des cultures contemporaines à Damatungara. La galerie qui avait fermé ses portes pour cause de coronavirus est de nouveau ouverte au public avec l'exposition internationale Prête-moi ton rêve qui se déroule en ce moment. Et c'est officiel, après 3 semaines de congé, l'école a rouvert ses portes. Ce lundi matin, sur toute l'étendue du territoire national, élèves, enseignants et chefs d'établissement ont tous répondu présents pour ce premier jour de classe de l'après-Toussaint, une reprise générale constatée par Sephora Zegui. L'abidjanaise, exécutée par les élèves du lycée classique d'Abidjan ce lundi matin. Après l'hymne national, place à la consigne du proviseur. Nous sommes tous revenus de congé de Toussaint. Vous êtes bien reposés. Donc nous allons reprendre les cours ce matin. OK? Donc soyez sages, soyez sérieux et puis mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que le premier semestre a démarré véritablement ce matin. La reprise des cours après 3 semaines de congé, un réel plaisir pour ces élèves. Un semestre qui démarre avec de nouveaux défis. Nous avons pratiquement fait 3 semaines à la maison et je peux vous rassurer que les grèves à la maison, ce n'est pas du tout facile. Je demande au gouvernement qu'il n'y ait plus de grèves pour qu'on puisse finir notre programme dans la paix et dans la sérénité. Jean-Baptiste, le proviseur, rassure. Des dispositions sont prises pour éviter d'éventuels troubles au sein de l'établissement. Les professeurs sont là, donc rien ne peut empêcher les cours de se dérouler. Nous savons qu'à l'approche des fêtes, les enfants ne sont pas très concentrés, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et puis faire en sorte que les cours puissent reprendre parce qu'on a assez perdu du temps. Cap sur le plateau. Ici aussi, les salles de classe du secondaire et du primaire se sont de nouveau ouvertes. Élèves, enseignants et responsables sont tous à leur poste. Je suis très contente de reprendre l'école ce matin parce qu'avec tout le temps que nous avons passé à la maison, nous ne pouvons pas étudier puisque les cours de mathématiques sont très difficiles en classe de 3e. Donc nous avons besoin d'un prof pour plus s'exercer. On a fait 3 semaines à la maison sans rien faire. Nos enfants, nos apprenants nous attendaient. Bien, on a repris aujourd'hui. Nous sommes tout heureux. À l'école primaire publique Amon Dabi Catherine du Plateau, certains élèves manquent à l'appel. Les enseignants, quant à eux, sont présents à 100%. J'ai un pincement au cœur parce que tous les enfants ne sont pas là. Sinon, je suis vraiment contente de retrouver mes enfants. Il fallait ce matin qu'on reprenne. Ce lundi 16 novembre, l'école a bel et bien repris en Côte d'Ivoire. Cette reprise des cours dans le secondaire et au primaire marque un nouveau tournant pour une fin d'année scolaire réussie. Le reportage de Sephora Zegui était commenté par Jean-Marc Yadji. Je vous le disais il y a quelques instants, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté ce lundi 16 novembre 2 projets de loi. Le premier est relatif à l'organisation du système statistique national, quand le second porte sur la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On fait le point avec Francis Boifo. Elle a été ratifiée. L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet portant prorogation du mandat de membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président. Par ce vote, les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale permettent à l'institution de se conformer aux dispositions de l'article 106 de la Constitution avant la fin de la session parlementaire prévue le 31 décembre prochain. Certains membres actuels de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont vu leur mandat arriver à expiration en attendant la désignation de leur successeur. L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet 2020, adoptée par le Conseil des ministres en sa séance du 29 juillet 2020 et signée par le Président de la République, est intervenue pour proroger pour une nouvelle période
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 le mandat des personnes concernées. Avec la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, les échanges avec la Commission des affaires économiques et financières ont porté sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Point essentiel, l'harmonisation du nombre de membres de l'Autorité nationale de la statistique publique, ANSP. En effet, l'article 22-4 du projet de loi indique que l'Autorité nationale de la statistique publique comprend 7 membres, alors qu'au décompte des 10 membres, 8 personnalités sont citées. Je voudrais donc confirmer l'amendement du Sénat et vous signifier qu'il s'agit effectivement de 8 membres et non 7. Agenda chargé pour les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils devront également se prononcer sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget de l'année 2019. On reste au Parlement avec la même commission qui recevait cette fois-ci le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo était porteur d'un projet de loi sur le règlement du budget de l'État au titre de l'année 2019. Un texte adopté à l'unanimité, mais il convient de rappeler que la gestion 2019 s'est soldée par un excédent budgétaire d'un peu plus de 64 milliards de francs CFA. L'enseigne Bakayoko. Cet excédent budgétaire de 64 milliards enregistré au cours de l'exécution de la loi des finances pour l'année 2019 démontre, selon les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, la solidité de l'économie ivoirienne et surtout la transparence au niveau de la gouvernance publique. Pourtant, le budget 2019 a été exécuté dans un contexte national lié aux élections présidentielles et dans un environnement international moins favorable, marqué par la chute des échanges commerciaux sur les marchés émergents, ainsi que les tensions économiques entre Pékin et Washington. Tirés par la production vivrière, les industries agroalimentaires, les produits pétroliers, les BTP, les services, les investissements et la consommation finale, la croissance économique est ressortie à 6,9% du PIB en 2019, contre 6,8% du PIB en 2018. Cette croissance a été rendue davantage inclusive grâce à l'intensification des actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisées à travers le programme social du gouvernement. Aussi, des aménagements du budget ont-ils été opérés en ressources et en dépenses après le vote de la loi des finances, afin de rendre compte des évolutions observées au niveau de certaines recettes fiscales et de certaines dépenses de l'État, telles que les services complémentaires générés par les opérations d'émission de titres publics sur les marchés monétaires et financiers, la subvention au secteur de l'électricité, l'accroissement de certaines dépenses sociales, ainsi que du niveau d'exécution de certains projets. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 392 milliards, portant le niveau du budget de l'État pour l'année 2019 à 7 334 milliards de francs CFA. Autre chose à présent, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était ce lundi l'hôte du président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au cœur de la rencontre, la consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, Jean-Christophe Béliard a exhorté le guide suprême de la communauté musulmane à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise post-électorale. Le compte-rendu de Koné Pargassoro. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. L'islam est une religion de modération, une religion de paix, dans un pays qui a connu des hauts et des bas. Et la contribution des grandes religions, des religions du livre, qui sont si proches à ce débat, c'est vital pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou,
tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président français Emmanuel Macron, a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux diplomates français. Nous avons échangé avec son Excellence sur la nécessité de faire rétablir le dialogue entre nos dirigeants. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail-là et que nous sommes aidés par le corps diplomatique. À l'issue de leur rencontre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise post-électorale en vue de favoriser le dialogue entre les différents leaders politiques pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Et on continue à parler de cohésion sociale avec cette délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels qui était en mission de paix à Thiébissou. La localité a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires vite maîtrisés. À la demande donc de la municipalité, la délégation a rencontré les partis en conflit. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Ramener la cohésion sociale dans la ville de Thiébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didievi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Thiébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme Goula. Une femme Malaki. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Thiébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Boaké-Yamsoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamsoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Thiébissou. À l'instar de toutes les villes du pays, Beaunois a célébré hier dimanche la journée nationale de la paix. Au cours de la cérémonie, la population, dans sa diversité, a prié pour la paix et la cohésion entre les différentes communautés. Le sous-préfet de la ville a exhorté les populations à la retenue et à l'usage du dialogue pour le règlement des conflits. Issa Chonaïo. Beaunois a été le théâtre de violents affrontements pendant les périodes préélectorales et l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les populations ont mis à profit la célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix pour tourner cette sombre page. Malgré la forte averse, chrétiens et musulmans ont prié pour la cohésion sociale. Au-delà même de la considération religieuse, l'homme est porté vers la paix. Et aussi, nous savons que les situations conflictuelles, ce sont des accidents de la vie. Ce n'est pas souhaité. Mais quand ça arrive, il faut chercher les moyens de la paix. Et c'est ce que nous, guides religieux, nous comptons faire. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Cette assertion, les autorités administratives et cadres de la région l'ont répété au cours de cette cérémonie. Elles ont donc encouragé le vivre ensemble. La loi de Dieu n'est pas la guerre, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la division. La loi de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour avec un grand A. La paix, c'est une construction quotidienne, c'est une œuvre de tous les jours, de tous les temps. Et on a eu à intervenir à Beaunois après les graves crises. Et depuis, on est resté en contact avec les jeunes et les populations. On est dans une logique de paix, une dynamique de dialogue, de réconciliation. Et en tant que cadre de la région, assister à une cérémonie comme ça est un acte de plus dans ce sens-là. Sans la paix, rien n'est possible. Sans elle,
On ne peut aller ni au marché, ni au bureau, ni au champ, ni à l'atelier. Sans elle, on ne peut manger et bien manger. Le plus grand ennemi de la paix est l'imagination. Le plus gros obstacle à la paix, c'est la rumeur. Main dans la main. Et comme l'exemple nous est donné au plus haut niveau, nous réussirons à donner à Beaunois sa vraie réputation, celle de cité du travail et de la discipline, et donc de la paix. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix à Beaunois s'est déroulée en présence de Sa Majesté Miessan Kakou Venance, roi de Beaunois, et du préfet du département des Grands Bassam, Sidibé Nassou. Toujours à la faveur de la Journée nationale de la paix, le préfet du département de Grand Bassam a prôné le pardon dans sa localité. À l'occasion de la célébration, chrétiens et musulmans de la ville historique ont prié pour une paix durable en Côte d'Ivoire. On retrouve encore une fois le compte-rendu d'Issaïo. La Côte d'Ivoire tout entière a mis un accent particulier cette année sur la célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix à Grand Bassam, première capitale du pays. L'événement a été l'occasion pour les guides religieux de prier pour la paix et la cohésion. Sans toi, il ne peut pas avoir de paix. Voilà pourquoi nous crions à toi. Nous t'appelons. Viens guérir les cœurs. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Le sénateur Olo Germain et le député Koulibaly Seriba ont salué l'action des guides chrétiens et musulmans pour épargner la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, des affrontements intercommunautaires. Dans la même veine, le maire Jean-Louis Moulot s'est réjoui du bon déroulement du scrutin du 31 octobre dernier dans sa cité. La paix doit se construire chaque jour dans notre relation avec notre prochain. La paix se construit par des paroles de paix, par des actes de paix et par des pensées positives. Cette paix que nous recherchons, elle ne se décrète pas. Elle doit résulter d'une volonté individuelle et collective, d'un engagement que nous prenons d'œuvrer à la paix. Le préfet de Grand Bassam a indiqué que la consolidation de la paix est une affaire de tous. Pour ce faire, elle a félicité la jeunesse pour avoir tourné le dos à la violence. Contrairement à quelques localités, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons suivi le déroulement du processus électoral du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 dans le département de Grand Bassam, sans incident réel. Quoi qu'il est à déplorer, les événements malheureux survenus à Beaunois, où quelques bureaux de vote n'ont pu ouvrir. Qu'il me soit permis de féliciter singulièrement la dynamique jeunesse de Grand Bassam, qui, à travers ses actions en faveur de la paix et de la cohésion, donne de réels motifs de satisfaction. Les autorités administratives et les cadres ont pris de l'engagement au cours de la célébration de cette 24e édition de la Journée nationale de la paix de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion à Grand Bassam. Après Grand Bassam, nous mettons le cap sur la ville d'Ara dans la région du Moronou. Hier dimanche, toutes les franges de la population se sont engagées à œuvrer pour l'apaisement dans leur cité. Le reportage à Derman Niamia. Toutes de blanc vêtues, les populations de la commune d'Ara ont marqué la célébration de la Journée nationale de la paix par une procession qui est partie de l'entrée principale de la ville au lieu de la cérémonie sur une distance de 2 km. Une marche pour traduire leur attachement à la paix et à faire en sorte qu'elle ne soit jamais mise à mal dans cette paisible cité. Oui, la paix est indispensable à notre nation et plus principalement à notre commune pour poursuivre efficacement et rapidement notre marche résolue vers le progrès humain et la prospérité. Ara fait partie des localités en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore connu de violence post-électorale grâce à l'implication de toutes les franges de la population.
À cette cérémonie, elles se sont encore engagées à mener des actions afin de consolider davantage la paix. Nous, les associations de jeunesse politique et apolitique, nous nous engageons à promouvoir la paix, la tolérance, le pardon. Nous condamnons tout acte de violence visant à porter atteinte à la cohésion sociale et à la paix dans le département d'Ara. Notre souhait le plus ardent, c'est de retrouver cette paix, la paix des hommes, la paix des cœurs. Le préfet du département d'Ara s'est félicité de cet engagement de la population avant de l'inviter à s'aimer les graines de la paix partout autour d'elle. Inscrivons-nous en effet dans cette même dynamique par notre contribution à l'effet de garantir à notre nation la stabilité et la paix, conditions indispensables à un développement durable. Instituée il y a 24 ans, la Journée nationale de la paix vise à sensibiliser et éduquer les populations ivoiriennes à la culture de la paix dans leur attitude et comportement quotidien, ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. On reste dans le Moronou, notamment à Mbato, où le calme est revenu, laissant la place à la reprise des activités. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, vous verrez des populations qui ont décidé de s'engager au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Le constat de Léon Brou. Mbato, dimanche de la journée nationale de la paix. Le centre-ville grouille de ses activités habituelles, même si certains commerces attendent un coup de neuf pour rebondir des récents événements malheureux. À la chefferie traditionnelle, la page de la crise est déjà tournée, réunion secrète et conciliabule pour examiner les voies et moyens de renforcer le vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, on ne va pas quitter en bateau. Quoi qu'il en soit, nos frères étrangers qui sont venus, ils ne vont pas quitter en bateau. On est condamnés à vivre ensemble. Nous avons des cérémonies de purification que nous allons faire pour demander aux man, pour ne pas que cet esprit de palabre de guerre-là revienne encore. Dans les églises, seul thème au menu des cultes, la paix. Il ne faut pas rejeter la faute aux uns et aux autres. Nous avons une communauté de vie, une communauté de destin. Lui est un Dieu d'amour. Il veut que nous puissions vivre dans la cohésion. Et lorsque cela arrive, c'est nous humblement qui devons fléchir le genou, demander pardon et lui demander son aide pour que ces vieux démons de la division, de la haine, de la violence ne la portent pas sur la paix, l'amour, le savoir-vivre, le vivre ensemble. En attendant l'heure de la prière à la mosquée, réflexion en comité restreint autour de l'imam. Questions abordées, contribution de la communauté musulmane au renforcement de la paix. Le nom de l'islam même, ça sort dans la paix. Donc que Dieu arrose le cœur de chaque habitant de cette ville. Il n'a qu'à avoir l'amour, il n'a qu'à avoir la paix, bonne cohabitation. Soutiennent ces actions éclatées de renforcement de la paix les élus et cadres de Mbato. La guerre, elle est destructrice. C'est pour cette raison, j'appelle de tous mes voeux, tous mes frères et sœurs, tous mes parents, tous mes compatriotes, à œuvrer pour la paix. Car sans paix, nous ne pourrons pas obtenir le développement que nous voulons. Le retour au calme à Mbato remonte au 11 novembre dernier, après 2 jours de conflits meurtriers. Les artisans de cette paix retrouvés, notamment les structures et acteurs locaux de médiation, annoncent pour cette semaine d'autres initiatives populaires pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et ce communiqué de l'ANP, le Conseil de l'autorité nationale de la presse a décidé de la suspension du quotidien Le Bélier Intrépide pour 15 parutions. Cette décision intervient suite à des écrits signés Séraphin Kwame SK, pseudonyme de Ghislain Koulibaly, paru dans le dit quotidien intitulé « Entre autres situations confuses à Mbato, 25 personnes décapitées à la machette et plusieurs blessés graves. La liste des victimes. » Ces articles rédigés à partir de rumeurs non vérifiés ni recoupés se révèlent mensongers, manipulatoires et incitatifs à la haine, à la révolte et à la violence. Fait à Abidjan le 16 novembre, signé son président Samba Koné. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 16 novembre 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 472 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 16 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 988 cas confirmés, dont 20 663 personnes guéries, 128 décès et 197 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 205 228. Et puis, la biotech américaine Moderna a publié ce lundi 16 novembre des résultats intermédiaires sur l'efficacité de son candidat vaccin qui s'administre en 2 injections, alors que Pfizer se prévalait d'un score impressionnant de 90%, son concurrent russe de 92%, mais Moderna revendique un pourcentage plus élevé encore de 94,5%. Ce résultat a été obtenu au cours des essais de phase 3, la dernière étape des tests cliniques avant la mise sur le marché. Je vous le disais en titre, le musée de culture contemporaine à Adamatungara dans la commune d'Abobo est de nouveau fonctionnel. Il avait été fermé au public pour cause du coronavirus au mois de mars dernier. Une ouverture qui offre au public l'occasion de profiter d'une exposition internationale qui se tient en ce moment même à la découverte du musée de culture contemporaine à Adamatungara. C'est une idée de reportage d'Issa Chonayo. Abobo, commune culturelle par excellence, dispose désormais d'un musée des cultures contemporaines Adamatungara. Ouvert le 11 mars dernier, le musée a dû fermer 10 jours après pour cause de pandémie du coronavirus. Le musée a ouvert en grande pompe et nous avons eu l'honneur d'avoir la présence effective de Madame la Première Dame. Ça coïncidait avec le Massa et nous avons eu ce jour-là au moins 5000 personnes dans le musée. Et puis tout à coup, ça a été la pandémie. Aujourd'hui, l'heure est à la reprise des activités. Le musée déjà occupe une place centrale, mais en plus d'une place centrale, on prévoit différentes activités au sein du musée. Et toutes ces activités-là sont pensées pour permettre aux Abobolais de venir passer du temps au musée pour apprendre avec certains professionnels. L'exposition internationale dite « Prête-moi ton rêve » est une curiosité pour les nombreux visiteurs. Les images là, ça me rappelle de les temps qui sont passés, nos grands-pères, c'est ça, la traditionnelle quoi. Ça nous plaît vraiment, ça nous plaît. En plus de 2 salles d'exposition, le musée de culture contemporaine Adamatungara dispose de salles de conférences, d'une cafétéria, d'une bibliothèque et d'une médiathèque. Au centre, on a la littérature africaine parce que c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre culture. Mais aussi, vous allez voir derrière, ici, tous ces rayons-là, vous allez voir qu'on a mis roman science-fiction pour tout ce qui est histoire imaginaire, tout ce qui est nouvelle aventure. On a là-bas les polars, les romans policiers, ensuite les romans d'amour et de romance. Au musée Adamatungara, danseurs, artisans et bien d'autres artistes profitent pour montrer leur savoir-faire. Construit dans l'une des communes les plus populaires et peuplées du pays, le défi de la sécurité reste un gros enjeu pour la fréquentation. Il ne faut pas avoir peur d'Abobo, il ne faut pas stigmatiser Abobo, il faut être prudent quand on vient à Abobo, comme on doit être prudent quand on va dans tous les quartiers d'Abidjan, surtout quand ce n'est pas le quartier où tu habites. Mais il faut dire aux gens que le musée est sécurisé et vous pouvez tous voir que les voies d'Abobo les voies centrales d'Abobo sont plus dégagées que jamais. Depuis sa réouverture au mois d'août 2020, le musée accueille 700 à 800 visiteurs par semaine. Les entreprises, les ambassades, les écoles et bien d'autres structures multiplient les demandes afin d'aller visiter ce joyau architectural construit en plein cœur de la commune d'Abobo. Un musée à découvrir absolument, ainsi se referme cette édition, la dernière de ce lundi 16 novembre. Merci d'avoir été des nôtres. L'information revient mardi à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir.